Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Jurij Kofner, économiste et conseiller en politique économique pour Alternative für Deutschland, ou AfD, qui est désormais, selon les sondages, le plus grand parti d'Allemagne. Donc, bienvenue à nouveau et félicitations pour vos succès politiques. Merci Glenn de m'avoir invité à nouveau. Et oui, nous sommes heureux, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup de choses pour lesquelles nous devons nous battre. On peut le voir en Autriche, où le FPÖ est en tête des sondages depuis 2 ans maintenant, si je me souviens bien, et ils ont remporté les élections législatives, mais l'establishment ne leur a toujours pas permis de gouverner. Mais nous ferons de notre mieux et nous continuerons à nous battre. Nous sommes en marche. Eh bien, depuis une décennie, nous avons constaté que l'Europe traverse de très graves problèmes socio-économiques, ainsi que des problèmes de sécurité, qui se traduisent aujourd'hui par une crise de légitimité du système politique. Comme vous l'avez suggéré, essayez d'exclure le parti que les gens souhaitent réellement est bien sûr l'un de ces problèmes. Maintenant, votre parti politique, l'AfD, vous n'avez été fondé, si je ne me trompe pas, qu'en 2013. Pourtant, la semaine dernière, Politico a rapporté que l'AfD est désormais le parti le plus populaire du pays. Bien sûr, il le qualifie d'extrême droite, ce qui signifie qu'on ne peut rien dire de positif à son sujet. Pourtant, la réponse semble avoir été de criminaliser et peut-être même de chercher à interdire le parti. Et cela ne concerne pas seulement l'Allemagne, bien sûr. Nous observons des évolutions préoccupantes similaires dans d'autres parties de l'Europe également. Mais j'aimerais avoir votre point de vue sur les causes de ce phénomène, ainsi que sur la manière dont vous pensez que nous pourrions inverser ce déclin. Ma première question, dans le cadre de cet objectif plus large, est la suivante. Comment évaluez-vous les défis économiques en Allemagne? Et je suppose, dans l'ensemble de l'Europe. Car au début des années 2000, j'ai lu des livres et des articles affirmant que ce serait le siècle de l'Europe, mais il semble au contraire que nous entrions dans un siècle d'humiliation. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé? Je suppose que ces livres ont été influencés par Francis Fukuyama et ses réflexions sur la victoire du globalisme et du libéralisme, et que l'Europe, en tant que prétendu défenseur de ces valeurs, devrait dominer. Je pense que c'était l'état d'esprit à l'époque, et ça l'est toujours, malheureusement. Donc, tout d'abord, la situation économique, mais aussi sociale, est déplorable en Allemagne, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe. En Allemagne, nous assistons à une désindustrialisation à grande échelle qui, pour être tout à fait France, et je n'exagère pas, est encore plus drastique que ce que nous avons connu lors des bombardements de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Si l'on regarde le nombre d'ingénieurs et d'ouvriers industriels devenus chômeurs, on parle de centaines de milliers ces dernières années, en particulier au cours des 3 dernières années. Si l'on considère le nombre de sites de production industrielle fermés, par exemple, la production industrielle est aujourd'hui inférieure de 25% ou plus à ce qu'elle devrait être, si l'on extrapole les tendances jusqu'en 2018 ou 2019. Si l'on observe le PIB allemand, par exemple, et qu'on extrapole également la tendance, nous avons connu une récession et une stagnation depuis 2019, et nous sommes aujourd'hui environ 20% en dessous de la tendance. L'Allemagne n'a pas connu de croissance depuis 2019. Et je pourrais continuer ainsi dans tous les domaines, partout. C'est la même chose. En Europe, la situation est également mauvaise, mais pas autant qu'en Allemagne. Mais ce que l'on constate pour l'Europe, c'est qu'elle n'a plus d'importance, ni politiquement, comme nous l'avons vu, ni géostratégiquement, comme l'a montré la récente rencontre entre Trump et Poutine en Alaska,
et la façon dont les dirigeants européens, si l'on peut les appeler ainsi, ont été convoqués à Washington quelques jours plus tard. Ils se sont assis et ont pris des notes sur ce que Trump avait à leur dire au sujet de cette rencontre, ce qui est très symbolique. Et c'est l'image de l'ensemble de l'Union européenne, car l'Europe n'a pas su, l'Union européenne n'a pas su créer de grandes entreprises industrielles, technologiques ou numériques, comme les États-Unis l'ont fait. Chaque grande puissance dispose de ressources sur lesquelles elle peut compter. La Russie possède évidemment une armée sophistiquée et puissante, des ressources énergétiques, etc. Elle compte aussi quelques grandes entreprises de haute technologie, l'exploration spatiale, et ainsi de suite. La Chine dispose manifestement de grandes entreprises, d'une large assise de pouvoir et d'une base industrielle importante. Les États-Unis ont les grandes entreprises technologiques, les technologies de pointe, l'intelligence artificielle aujourd'hui et de grandes plateformes. Qu'à l'Europe? L'Europe ne possède plus de grandes entreprises à forte valeur ajoutée. Et la raison de tout cela, surtout en Allemagne, mais aussi en Europe, dans une moindre mesure, est selon moi un mélange d'idéologie libérale qui pensait peut-être qu'il n'y aurait plus de lutte entre grandes puissances, plus de géopolitique. Donc, pour revenir à Francis Fukuyama, si nous continuons simplement à faire semblant qu'il n'y a pas de véritable politique, pas de véritable politique publique, alors tout ira bien. Et puis bien sûr, il y a aussi, dans une mesure encore plus grande, cette impulsion idéologique vers une économie verte qui repose, je suppose, en partie sur une mentalité de tour d'ivoire. Si vous êtes déjà allé à la Commission européenne ou au Parlement européen, vous voyez ce que je veux dire. Ils ne vivent pas seulement dans une idée, mais en réalité, si vous regardez leur bureau, ils vivent dans une tour d'ivoire. Ils ne ressentent pas ce que c'est que de vivre comme un ouvrier industriel en Allemagne de l'Ouest ou comme un agriculteur en Roumanie. Ils n'ont aucune idée de cela. Et puis, cette volonté idéologique de la gauche libérale de transformer l'économie, c'est une idéologie néo-marxiste, une nouvelle feuille de route. Ils pensent qu'ils doivent sauver le climat, quoi que cela veuille dire. Ils doivent sauver la planète à tout prix. Et le prix, évidemment, c'est la puissance économique européenne ou ce qu'il en restait, la production industrielle, etc. Et bien sûr, un coup majeur a été porté à l'économie européenne, à la stabilité et aux sociétés européennes par l'immigration de masse. Cela est aggravé par le fait que nous avons assisté à une crise de la natalité ces dernières années. Ainsi, les Européens autochtones, natifs, sont littéralement en train de disparaître. Nous avons un taux de natalité d'environ 1,3 à 1,5, selon le pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène est généralisé. On l'observe dans des pays très libéraux, mondialistes et individualistes, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, mais aussi dans des pays où l'on pourrait penser qu'ils devraient avoir, et en fait, ils ont, des politiques très natalistes et favorables à la famille, comme la Hongrie ou la Pologne, par exemple. Mais si l'on regarde les chiffres, c'est toujours la même chose. Ils ont un taux de fécondité d'environ 1,5. Il s'agit donc davantage d'un problème de société que d'une question de politique en ce qui concerne l'octroi d'incitations économiques. Donc, cette combinaison de facteurs ressemble à une tempête parfaite pour l'Union européenne. Et pour couronner le tout, il y a bien sûr la guerre en Ukraine, où des milliards et des milliards d'argent des contribuables sont dépensés, canalisés à travers l'industrie américaine de l'armement. Parce que ce qui se passe, et Trump est très clair à ce sujet, c'est que les Européens doivent payer pour acheter des chars américains, des drones américains, etc., qui sont envoyés en Ukraine. Et donc, évidemment, l'industrie de l'armement en profite, principalement l'industrie américaine, mais ça nuit aux contribuables.
Et si vous regardez les décisions récentes prises par la Commission européenne, par exemple, 850 milliards d'euros pour ce qui était appelé « réarmer l'Europe », qu'ils ont maintenant renommé « Europe résiliente », si je ne me trompe pas, parce que l'Union européenne est experte pour donner de beaux noms à de mauvaises choses, à des choses terribles. 850 milliards, c'est plus que le fonds Corona, le plan Next Generation EU, encore un jeu de noms, ou une définition euphémistique, qui était de 750. Maintenant, c'est d'environ 810 milliards. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas possible de supporter tous ces coûts. Donc ma prédiction est que dans le futur, nous verrons d'importants changements dans la politique européenne et peut-être même une dissolution de l'Union européenne. Eh bien, vous savez, au 19e siècle, cela a commencé avec les États-Unis, avec le système américain. Ensuite, cela s'est répandu en France, en Allemagne, en Russie. L'idée est bien ce que nous appelons aujourd'hui la souveraineté technologique. L'idée qu'il faut une certaine autonomie industrielle, une base manufacturière propre, afin de pouvoir jouir d'une pleine autonomie politique. De nos jours, comme vous l'avez suggéré, c'est la numérisation des industries qui est très importante. Maintenant, on voit en Allemagne qu'il est assez logique que l'industrie lourde, très consommatrice d'énergie, ait des difficultés, de l'infrastructure à la main-d'œuvre qualifiée, en passant par le coût du travail. Mais bien sûr, l'accès à l'énergie russe est un enjeu majeur. Mais au-delà de ces industries traditionnelles, comment expliquez-vous cela? Pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas réussi à développer des plateformes numériques de haute technologie afin de disposer d'un écosystème numérique autonome? Encore une fois, on pourrait se tourner vers l'Allemagne, car si l'Europe aspirait à cela, je supposais que les Allemands devraient prendre les devants. Je ne suis pas sûr, enfin. Peut-être, je ne sais pas d'où ça pourrait venir autrement. Peut-être du Royaume-Uni. Mais si l'on regarde maintenant les 20 premiers sites web numériques mondiaux, en termes de visites, on constate qu'il n'y en a qu'un seul qui soit européen, et c'est Yandex, qui est une entreprise russe. Alors, comment expliquer cela? L'échec de l'Europe à réellement se digitaliser et à atteindre une certaine souveraineté numérique. Parce que, encore une fois, de mon point de vue, toutes les industries sont aujourd'hui transformées par ces nouvelles technologies numériques, ces grandes plateformes digitales qui, à l'origine, concernaient les technologies de communication. Elles s'étendent désormais à tous les secteurs physiques, des domaines qui relevaient habituellement du monde matériel. C'est donc un problème majeur. Pourquoi l'Europe n'arrive-t-elle pas à suivre ce mouvement? Avant de répondre à cette question précise, permettez-moi de revenir un instant en arrière, car je pense que vous avez abordé un point très important ici. Je crois que l'avenir sera déterminé par 3 facteurs. Le coût de l'énergie, la technologie, c'est-à-dire la technologie numérique et l'intelligence artificielle, et la démographie. Et l'Allemagne ou l'Europe a perdu sur ces 3 plans. Si l'on regarde l'énergie, depuis les années 1970, le gaz russe bon marché était l'un des piliers de la croissance industrielle allemande et, dans une plus large mesure, de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous sommes coupés nous-mêmes par nos propres actions à travers les sanctions européennes. Et l'Allemagne? Peut-être une anecdote intéressante à ce sujet. Ainsi, en janvier 2022, juste avant le début de la guerre, les responsables politiques européens et allemands étaient très virulents dans leurs critiques concernant la forte dépendance de l'économie allemande au gaz russe, ce qui est en partie vrai. J'irais même jusqu'à dire qu'environ 40% des importations totales de gaz allemand provenaient de Russie. Aujourd'hui, 45% des importations totales de gaz allemand proviennent des États-Unis, sous forme de gaz naturel liquéfié qui coûte 2 à 3 fois plus cher que le gaz russe.
et 95% de tout le gaz naturel liquéfié importé par l'Allemagne vient des États-Unis. Vous n'entendez aucun responsable politique des partis traditionnels critiquer ce fait, ce qui montre encore une fois le type de mentalité qu'ils ont toujours, je suppose. Ainsi, l'Allemagne a l'un des coûts énergétiques les plus élevés au monde, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous désindustrialisons. Il n'est tout simplement plus logique de produire en Allemagne. Et les droits de douane, désormais imposés par Trump, à hauteur de 15%, ne font qu'ajouter une difficulté supplémentaire. Mais ils ne sont pas le facteur principal. Les principaux facteurs sont, par exemple, le coût élevé de l'énergie, la fiscalité importante et le manque de main-d'œuvre qualifiée. Concernant les plateformes numériques, les entreprises du numérique, l'IA, etc., je pense encore une fois qu'il n'y a pas un seul facteur à blâmer pour expliquer pourquoi l'Europe a pris du retard ou n'a rien produit de significatif. Un facteur majeur, évidemment, est que l'Europe est un vassal des États-Unis. Et les États-Unis, ce que l'on peut voir très clairement avec le comportement de la nouvelle administration à la Maison-Blanche. Donald Trump, J.D. Vance, Elon Musk, Peter Thiel, la soi-disant nouvelle droite technologique, ce sont tous nos alliés. Par nous, j'entends bien sûr les conservateurs allemands ou européens, les conservateurs de droite. En termes d'état d'esprit, ils sont nos alliés dans la guerre culturelle. Lutter contre le gauchisme, le marxisme culturel, etc. Lutter contre le transgenrisme, la propagande LGBT et peut-être aussi l'idéologie verte. Tout cela est très bien, mais lorsqu'il s'agit d'intérêts économiques, ils ne sont pas nos amis. Ils sont partenaires commerciaux. Ils poursuivent leurs propres intérêts nationaux. Et on peut le voir avec les grandes entreprises technologiques, par exemple, lorsque l'Union européenne a introduit ou prévoit d'introduire deux grandes lois numériques, le Digital Markets Act et AI Act de l'UE. Dans le cadre des négociations entre Trump et Ursula von der Leyen sur cet accord tarifaire, il y a eu des discussions en cours sur l'exemption des entreprises technologiques américaines, les grandes entreprises, les grandes plateformes, de toutes ces réglementations. Donc lorsqu'on se retrouve dans une situation où 95% de toutes les plateformes numériques, de tous les services numériques utilisés par les Européens sont des plateformes américaines, exempter ces plateformes de toutes ces réglementations signifie que ces réglementations n'ont plus aucun sens. Elles ne sont pas utiles. Je ne vais même pas aborder la question de savoir s'ils avaient raison ou tort concernant la réglementation. Je pense qu'ils avaient dans une large mesure en partie tort. Il y avait certains aspects utiles, mais fondamentalement, ils freinaient nos propres entreprises, notamment à cause de la bureaucratie, de la certification, etc., ce qui, encore une fois, n'est que du sable dans les rouages de notre économie. C'est aussi un facteur qui nous empêche de développer nos propres géants de la tech. Mais il y a également un autre facteur majeur, la vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, et le fait que les Américains ne nous permettent pas d'avoir nos propres grandes entreprises technologiques. Mais aussi, au-delà de cela, c'est l'incapacité, je ne vais pas reprendre l'exemple de l'Allemagne, à créer un écosystème permettant de faire émerger des personnes prêtes et capables de bâtir ces grandes startups technologiques. Donc l'un des principaux problèmes est l'éducation. Comment les États-Unis ont-ils résolu ce problème? Les États-Unis ont résolu le problème de la recherche de talents hautement qualifiés, ingénieurs, programmeurs, etc., en les attirant du monde entier. Des informaticiens indiens, des personnes venant de Russie, d'Europe, de partout. Ils ont été amenés dans la Silicon Valley. Certains venaient des États-Unis, mais la plupart venaient de l'étranger. Ils ont sélectionné les meilleurs ingénieurs, et ainsi de suite. L'Allemagne, par exemple. Si vous allez dans une école allemande, lorsque vous avez un cours d'informatique,
vous avez effectivement des cours d'informatique. Mais ce que vous apprenez, c'est comment faire une présentation PowerPoint, ce qui est dépassé. C'est du siècle dernier, en fait. Et chaque jeune, s'il veut faire une présentation PowerPoint, découvrira très vite comment s'y prendre. Ils seront en réalité plus efficaces pour utiliser certaines applications TikTok et pour apprendre à monter des vidéos que pour réaliser des présentations PowerPoint. Ce qu'il faut, évidemment, c'est intégrer des cours de programmation dans l'éducation pour apprendre un langage de programmation comme Python ou C++ ou quelque chose de ce genre. Dès que vous apprenez l'anglais ou une autre langue étrangère, vous devriez apprendre la programmation. En Fédération de Russie, par exemple, c'est désormais partout. Dans chaque école élémentaire, il existe des options pour apprendre la programmation, car c'est la nouvelle langue du futur. C'est même plus important que d'apprendre une langue étrangère, car aujourd'hui, il suffit de mettre un ordinateur dans votre oreille et il traduira le chinois en anglais ou en russe, etc. Il est donc plus important d'apprendre à programmer l'appareil que vous aurez dans l'oreille. Nous ne formons pas de main-d'œuvre qualifiée en Europe ou en Allemagne pour l'économie du futur. Ce sont des choses fondamentales qu'un gouvernement devrait garantir. Et le troisième facteur majeur est évidemment tout ce qui l'entoure. En dehors de cela, il y a des impôts élevés et une forte bureaucratie. On ne retrouve pas cela ailleurs. Je l'ai déjà dit. Il y a des coûts énergétiques élevés. Comment peut-on avoir des entreprises de haute technologie en intelligence artificielle en Allemagne si le prix de l'électricité est d'environ 50 centimes par kilowattheure? On ne peut pas avoir les centres de programmation. On ne peut pas avoir les services cloud situés en Allemagne, car c'est tout simplement trop cher. Par exemple, ils ont maintenant introduit en 2023 une soi-disant loi sur l'efficacité énergétique en Allemagne. Les Allemands aiment toujours introduire les réglementations européennes avant même l'Union européenne elle-même. C'est malheureusement une caractéristique bien connue de la mentalité allemande d'être très en avance, de mettre en œuvre des exigences avant même qu'elles ne soient réellement imposées. L'Union européenne introduira cette réglementation dans quelques années, mais l'Allemagne l'applique déjà. Et dans le cadre de cette réglementation, les centres de programmation numérique doivent désormais être écologiques, respectueux du climat, ce qui fait évidemment doubler les coûts. Ainsi, aucune grande entreprise technologique censée ne construirait un tel centre de programmation en Allemagne. Elles le feront aux États-Unis ou dans tout autre pays où l'électricité est bon marché. Donc, une fois de plus, l'accumulation de tous ces facteurs empêche l'économie allemande ou européenne de créer des start-up, des licornes et, à l'avenir, de grandes entreprises technologiques. Je pense que si l'on regarde la Chine comme le principal pays qui pousse actuellement ces nouvelles technologies, lesquelles nécessitent ces puissants centres de données, on constate qu'ils bénéficient désormais de prix de l'énergie en baisse parce qu'ils développent pratiquement toutes les branches de l'énergie. Ils construisent tout de manière très agressive. Ils auront donc un énorme avantage compétitif, non seulement sur les Européens, mais aussi sur les Américains. Vous avez évoqué ce que les gouvernements peuvent faire. J'aime souvent prendre l'exemple de la Corée du Sud, car jusqu'aux années 1960, ils formaient et éduquaient toujours des gens. Mais les meilleurs partaient toujours travailler aux États-Unis. Ils formaient donc des travailleurs qualifiés pour les Américains. Mais ce que le gouvernement pouvait faire, c'était aider à construire des plateformes nationales, pas numériques, mais des plateformes pour absorber les ouvriers électriciens, les différents ingénieurs dans des entreprises nationales, un peu comme le faisaient les Japonais. C'est ainsi qu'un pays pouvait s'assurer de construire sa propre souveraineté technologique et éviter que tous les meilleurs ne partent simplement aux États-Unis.
Oui, si je peux juste ajouter un exemple. En Russie, lorsque le gouvernement russe a constaté qu'un grand nombre de spécialistes en informatique quittaient le pays après le début de la guerre en Ukraine, il a proposé de nombreuses incitations pour encourager les spécialistes russes de l'informatique à revenir en Russie. Par exemple, si vous reveniez en Russie, vous pouviez obtenir un prêt immobilier sans intérêt, un prêt à taux zéro et d'autres avantages, comme des revenus exonérés d'impôts pendant une certaine période, etc. Et cela a fonctionné. Je le sais moi-même par expérience personnelle, en discutant avec des Russes venus en Allemagne. Ils avaient cette image de l'Allemagne telle qu'on la leur avait décrite dans les années 90, qui était alors un pays très attractif. Et puis ils voient l'immigration massive. Ils voient tout se détériorer. Vous n'arrivez pas à obtenir un rendez-vous chez les médecins et ils étaient plus qu'heureux de retourner en Russie. Donc, je suppose que plus de la moitié de ces personnes qui étaient parties, les informaticiens, environ 200 000, étaient revenus en Russie d'ici 2023. Ce n'est qu'un exemple. Et donc, vous avez tout à fait raison. Un gouvernement devrait mettre en place des politiques pour encourager la création d'entités commerciales nationales souveraines capables de générer de la valeur ajoutée à l'avenir. Et l'un des principaux facteurs, c'est l'énergie bon marché. Il existe une étude célèbre d'une université suédoise qui montre qu'il n'existe aucune nation industrielle développée dans le monde qui ne dispose pas d'énergie bon marché. Il n'y en a aucune. Il n'y en a pas eu au cours du siècle dernier. Donc cette idée selon laquelle, oh, nous allons concevoir des iPhones sans avoir d'électricité bon marché parce qu'elle sera produite ailleurs à l'étranger, ce n'est tout simplement pas vrai. Ainsi, les principaux facteurs de l'économie future sont l'énergie, la technologie, l'intelligence artificielle et bien sûr la démographie de la main-d'œuvre qualifiée. Si je peux me permettre d'ajouter, depuis le début du mandat de chancelière d'Angela Merkel en Allemagne en 2005 jusqu'à aujourd'hui, plus d'1 million d'Allemands ont en net quitté l'Allemagne. Il y a donc eu une émigration nette d'1 million d'Allemands. Et selon les données que j'ai consultées, 85% d'entre eux sont des travailleurs hautement qualifiés, en âge de travailler. Et ils partent parce qu'ils en ont tout simplement assez. Ils savent qu'ils gagneront un revenu net plus élevé à l'étranger, en Suisse ou même au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux vont même en Hongrie et en Russie. Et ils savent qu'ils ne seront pas confrontés aux problèmes que nous connaissons actuellement en Allemagne, comme l'insécurité dans les rues, les politiques anti-famille, etc. Donc tous ces facteurs réunis nous rendent non compétitifs. Eh bien, comme vous le suggérez, l'un des facteurs qui semble contribuer au déclin de l'Europe est aussi que la relation avec les États-Unis n'a pas vraiment été, disons, repensée. C'est-à-dire que, pour les réalistes politiques, nous aimons dire qu'il n'y a pas d'alliés permanents, seulement des intérêts permanents. Mais souvent, lorsque les Européens regardent vers les États-Unis, ils disent que c'est une longue relation depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il est important de la maintenir. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient de grandes incitations à adopter des politiques commerciales très généreuses envers les Européens. Et en effet, c'était un sujet de discussion à Washington. Oui, cela représente un coût, mais être très généreux dans les accords commerciaux avec les Européens visait à s'assurer que l'Allemagne de l'Ouest soit la bonne Allemagne par opposition à l'Allemagne de l'Est, que la Corée du Sud soit la bonne Corée par opposition à la Corée du Nord, que Taïwan soit la bonne Chine par opposition à la Chine continentale. Mais le monde a changé. Ils n'ont plus la même capacité. Maintenant que le monde devient plus multipolaire, vous voyez, les États-Unis ont moins à offrir aux Européens. Et ils exigent davantage parce qu'ils demandent de la loyauté. Ne commercez pas avec les Russes, les Chinois. Pourquoi ne vous en prenez-vous pas aux Indiens?
Rejoignez aussi nos sanctions contre les Iraniens. Donc ils exigent plus et offrent moins. Mais, même si les Européens semblent aujourd'hui lutter pour obtenir l'affection de Washington, Washington ne veut même plus être en Europe. Ils disent très ouvertement, « Notre priorité est désormais de nous tourner vers l'Asie. » Pourtant, j'ai remarqué que dans d'autres parties du monde, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud, on discute désormais ouvertement. Nous sommes devenus trop dépendants des États-Unis. En ce moment, les États-Unis ne sont pas en position de générosité. Ils vont devoir extraire davantage. Ils veulent opérer un transfert, prendre leurs ressources, rapatrier les industries et les ramener aux États-Unis, comme ils l'ont d'ailleurs dit aux Taïwanais. Pendant ce temps, en Europe, on essaie encore de gagner l'affection des Américains en appelant Trump « Papa ». Vous avez mentionné les scènes actuelles dans le bureau ovale, mais en coulisses, voyez-vous quelque chose se passer? Y a-t-il une quelconque résistance? La question est essentiellement de savoir si certains disent « Écoutez, la répartition du pouvoir a changé. Le monde est différent. Nous devons nous adapter à ces réalités afin d'agir dans l'intérêt des États-nations européens. » Oui, donc oui, en effet, ce que j'observe lorsque j'écoute les débats, que ce soit au Bundestag, au niveau fédéral ou au niveau régional en Bavière, où il y a également des conseils sur la politique économique, c'est quelque chose de très étonnant d'après mon expérience. Ce qui s'est passé, c'est que des politiciens de la CDU et de la CSU, les partis conservateurs, ou appelons-les conservateurs seulement de nom, qui ont toujours été très atlantistes et ont toujours saisi chaque occasion pour nous traiter de poutinistes, de collaborateurs chinois et tout ce que vous voulez. Parce que nous, en tant que Althuter et les Huggers, je crois qu'on les appelle ainsi. Oui, en effet. Ils nous ont qualifiés ainsi parce que nous plaidons, comme vous l'avez dit, en faveur de la multipolarité et de l'existence d'alternatives, et pour de bonnes relations avec d'autres grandes puissances également, car cela est dans l'intérêt du peuple allemand et de l'économie allemande. Et bien sûr, ils nous ont traités de traîtres, et ainsi de suite, ce qui est tout simplement absurde, car nous sommes en réalité le parti le plus patriotique. Ce qui m'a étonné, c'est que même dans leur discours maintenant, après que Trump soit devenu président des États-Unis pour la deuxième fois, ils ont utilisé des mots et des tons. Sont-ils de gauche? Sont-ils devenus des gens de l'AfD? Car ils sont devenus très anti-américains dans leur discours. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très sincère. Bien sûr, le ton changerait très rapidement si les démocrates revenaient au pouvoir à Washington. Mais je pense qu'il y a eu un petit changement. Quelque chose s'est fissuré dans l'esprit de beaucoup de ces personnes qui ont été élevées dans une culture très transatlantique. Il ne faut pas oublier que si l'on regarde tous les grands médias en Allemagne, toutes les grandes entreprises, tous les partis établis, tous les dirigeants de ces groupes. Et encore une fois, je n'exagère pas, je ne surenchéris pas, je ne fais pas de populisme. Ils ont tous été formés dans ce qu'on appelle des programmes de jeunes leaders. Ce sont des programmes organisés par des think tanks pro-américains, et ils sont formés à être pro-américains. C'est une question d'état d'esprit. Et je pense que ça commence à se fissurer un peu en Allemagne et en Europe. Et c'est quelque chose de positif, je suppose, quelque chose de bien qui est en train de se produire. Parce que ces politiciens étaient aussi très confus quant à la manière de nous qualifier désormais. Alors, sommes-nous des poutinistes ou des trumpistes? Parce que vous savez, Elon Musk a dit que seule l'AfD pouvait sauver l'Allemagne. Et Trump et Vance se sont exprimés en notre faveur, tout comme Marco Rubio. Donc pour eux, ça ne colle pas en fait. Quelque chose s'est fissuré dans leur façon de penser. Comment ça va évoluer? Si cette graine dans leur esprit va germer, je l'espère au moins,
afin que ça puisse servir de base à une nouvelle génération qui sera davantage orientée vers les intérêts nationaux ou européens. Si je peux me permettre d'ajouter un peu de contexte. En fait, Donald Trump soutient à juste titre que depuis les années 1980, les droits de douane ont favorisé l'Union européenne ou la communauté européenne. L'Europe imposait des droits de douane bien plus élevés que les États-Unis, ce qui a permis aux Européens d'exporter beaucoup de marchandises vers les États-Unis. Mais ce qu'il ne mentionne pas, c'est que tous les dollars que nous avons reçus, les gouvernements européens ou les entreprises européennes via le secteur bancaire, ont été utilisés pour acheter des obligations fédérales américaines. Ainsi, cet excédent commercial a servi à financer l'énorme masse de la dette nationale des États-Unis. Les États-Unis, depuis les années 1980 et même avant, ont pu exporter l'inflation et la dette parce que nous avons recyclé tous leurs bons du Trésor fédéraux. Et le fait est que maintenant, ce qui se passe, comme vous l'avez justement dit, c'est que les États-Unis ne peuvent plus se le permettre parce qu'ils ont vécu dans cette structure qu'ils ont dû mettre en place. Dette publique, mondialisation, production à l'étranger, mais avec toute la valeur rapatriée aux États-Unis. Cette politique est aujourd'hui brisée, surtout si l'on regarde des villes comme Detroit ou des États comme l'Ohio, d'où vient J.D. Vance. Ils veulent ramener l'industrie dans ces régions parce que la population y est brisée par l'alcoolisme, par la drogue, à cause de cette politique d'externalisation mondialiste. Mais si vous rapatriez toute la production aux États-Unis, ce qui bien sûr n'est pas seulement une question sociale, mais aussi une question de souveraineté nationale, de défense, de sécurité, etc., alors il faut instaurer des droits de douane, ce qu'il a fait. Mais alors, que font les Européens? Ils exportent moins vers les États-Unis, mais ils sont aussi moins capables d'acheter des titres américains. Et alors, qui financera la dette américaine? C'est un problème majeur pour Trump aujourd'hui. Et si vous avez lu les économistes qui conseillent Donald Trump, un économiste célèbre, Stephen Moore, son principal conseiller économique par exemple, ils ont exposé leur plan il y a déjà quelque temps. Enfin, pas il y a si longtemps, le 24 novembre. L'idée, c'est l'étape suivante. Donc la première étape a déjà été mise en œuvre. Des droits de douane élevés pour réindustrialiser les États-Unis et obtenir des recettes douanières. La deuxième partie consiste à forcer les Européens, mais pas seulement les Européens, également d'autres pays asiatiques, des alliés, comme ils les appellent, des vassaux, comme je les appellerais, le Japon, la Corée du Sud, etc., à acheter de l'énergie américaine et à nous obliger à investir aux États-Unis. Cela s'est également produit dans le cadre de cet accord en Écosse pour acheter des armements américains. Évidemment, 100 milliards de dollars, ce qui était déjà prévu même avant l'accord. Si vous vous souvenez de ce que disaient les dirigeants européens, ils affirmaient qu'ils achèteraient des armements américains. Et la quatrième partie que je prédis pour un avenir proche est ce que Stephen Moore a décrit dans son article, le soi-disant accord de Mar-a-Lago. Il n'existe pas encore, mais il entrera probablement en vigueur. Mar-a-Lago, évidemment étant l'hôtel privé ou les villas privées appartenant à Donald Trump en Floride, est nommé en référence aux accords du Plaza, qui était l'accord entre les États-Unis, le Japon et les pays européens sur la dévaluation du dollar face aux monnaies européennes. Et je prédis qu'un accord du même genre sera conclu à l'avenir. Faire des prédictions est toujours risqué, mais s'ils ont raison, je pense qu'un tel accord verra le jour. Ainsi, ils demanderont ou forceront les Européens à acheter ce qu'on appelle des obligations du siècle ou Century Bond émises par les États-Unis. Donc, en gros, ils vont nous obliger à acheter des obligations américaines. Mais celles-ci ne seront remboursées ni dans 3 ans,
ni dans 10 ans, mais dans 100 ans. C'est pour cela qu'on les appelle des obligations du siècle. S'ils y parviennent, ils auront atteint une polyvalence totale, car nous achetons des produits américains, nous payons des droits de douane élevés, nous achetons des armements américains, nous achetons de l'énergie américaine, nous investissons aux États-Unis et nous finançons la dette publique, qui sera peut-être remboursée dans 100 ans, nous n'en savons rien. Nous en sommes conscients. C'est donc une polyvalence absolue, et je pense que de manière aussi complète et sous cette forme, nous ne l'avons encore jamais vue dans l'histoire. Nous verrons bien, mais je pense que cela va arriver. Nous verrons ce type d'accord dans un avenir proche. C'est tellement incroyable qu'il n'y ait aucune imagination politique pour envisager une politique différente de cette soumission totale. Mais c'est une chose curieuse chez les Européens, car soit ils doivent suivre aveuglément les États-Unis, soit être anti-américains et détester l'Amérique. J'aime l'Amérique. Je pense que les Américains ont une économie importante. Nous avons un lien civilisationnel fort. Nous devrions bien nous entendre. Mais je plaiderais tout de même pour notre propre indépendance et autonomie, pour diversifier nos partenariats et bien sûr avoir au moins un peu de dignité. Maintenant, avec les États-Unis, c'est très étrange parce que les dirigeants européens, ils détestent vraiment, pas seulement les dirigeants, mais les médias. Tout le monde déteste Trump. Et pourtant, ils n'attendent qu'une chose, sous-traiter à nouveau la gouvernance de base et nos économies aux États-Unis. J'ai juste une dernière question sur la question économique. Le chancelier Merz a récemment exprimé le souhait que l'Allemagne devienne un leader militaire en Europe. Il a également lié cela à la croissance économique, une forme de keynésianisme militaire. Donc, au lieu de fabriquer des voitures et de l'industrie lourde, construisons simplement des armes à la place. Cela, en théorie, devrait permettre de faire face à la confrontation avec la Russie, mais aussi de reconstruire les industries allemandes. Cela dit, maintenant que toutes les armes sont achetées aux États-Unis, qu'advient-il de ces énormes plans de dépenses de Merz et de ces objectifs de construction d'une puissante industrie militaire européenne ou allemande? Eh bien, il ne faut pas oublier que Friedrich Merz était à la tête de BlackRock Allemagne avant de devenir chancelier. BlackRock, évidemment, est l'une des plus grandes sociétés financières au monde, avec une valeur nette supérieure au PIB de nombreux pays. BlackRock détient environ 12% du DAX, les entreprises cotées à la bourse allemande, les 40 plus grandes entreprises allemandes, avec Vanguard Group et d'autres fonds américains. Il possède, selon la manière dont on compte, entre 40 et 60% des plus grandes entreprises allemandes. C'est donc un autre aspect de notre statut de vassal des États-Unis. Et ce que l'on constate en Allemagne, au lieu de s'attaquer aux véritables enjeux pour générer de la croissance gouvernementale, et ils sont assez simples pour être honnête, c'est d'avoir de l'énergie bon marché, d'arrêter la transition énergétique, de revenir au nucléaire, d'avoir du gaz bon marché, Remenderisi ou d'autres. Ensuite, bien sûr, il faut baisser les impôts, tout comme Donald Trump le fait aux États-Unis. Et par exemple, la tarification du carbone devrait être abolie, car elle rend tout plus cher. Ensuite, évidemment, il y a tous les monstres bureaucratiques, que ce soit la loi sur l'efficacité énergétique, l'interdiction des moteurs à combustion, qui détruit notre industrie automobile, les soi-disant lois sur la chaîne d'approvisionnement, et ainsi de suite. La bureaucratie et les tracasseries administratives tuent notre économie encore plus que les impôts, j'oserais dire. Et bien sûr, il y a la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, avec une immigration massive de travailleurs non qualifiés et un système éducatif misérable en soi. Les jeunes, nos enfants, n'apprennent plus rien de valeur. Pas de STEM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, et ainsi de suite. Tous ces facteurs réunis tuent notre économie,
tuent notre croissance économique et ne nous permettent pas de progresser. Donc, s'attaquer simplement à ces 4 problèmes reviendrait en gros à réaliser un nouveau miracle économique, comme nous l'avons connu dans les années 50 et 60. C'est assez simple. Mais au lieu de faire cela, ils ne font que ce qui les intéresse. Je ne sais pas si c'est purement idéologique. Je ne dirais pas cela. C'est en partie idéologique, du keynésianisme. Une mentalité de gauche, selon laquelle chaque problème doit être résolu en y injectant des tonnes et des tonnes d'argent. La transition écologique, l'armement financé par une dette colossale. Donc si vous avez suivi un peu les débats en Allemagne, il y a eu en fait un coup d'État financier en Allemagne, parce que le chancelier, même avant les élections, dans les toutes dernières secondes du dernier gouvernement, a organisé une majorité au Parlement allemand, et non pas en mouvement, qui n'était déjà plus élu. Ensuite, le nouveau Parlement a été élu. Mais ils n'ont pas convoqué le nouveau Parlement avec les nouvelles majorités. Ils n'auraient pas pu modifier la Constitution pour permettre l'annulation du frein à l'endettement et obtenir cette nouvelle autorisation d'endettement pour le gouvernement. Ils ont utilisé l'ancien Parlement et avec cela, ils ont obtenu la majorité, ce qui équivaut essentiellement à un coup d'État. C'était fondamentalement contraire à la Constitution. Mais ils l'ont fait quand même. Merz était le chef de file de cette initiative. Il n'était même pas chancelier à ce moment-là. Et maintenant, l'Allemagne a émis une nouvelle dette de 850 milliards d'euros, ce qui représente plus de dettes en une seule année, ou en gros sur les 4 prochaines années, que ce que nous avions accumulé depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne en 1949. Imaginez simplement l'ampleur de la dette que nous contractons aujourd'hui. Donc, après tout cela, qui va en bénéficier? Et je pense évidemment qu'un grand bénéficiaire de tout cela est BlackRock, car peu importe si le financement ou les contrats vont à des entreprises d'armement allemandes, comme Rheinmetall ou Hensoldt ou d'autres, ou à des entreprises américaines, puisqu'elles appartiennent toutes en partie à BlackRock ou au Vanguard Group. Mais de toute évidence, une grande partie ira aux entreprises d'armement américaines. Mais une partie, peut-être 15%, 20%, voire 30%, peu importe, ira aux entreprises d'armement allemandes. Et alors elles auront de nouveaux contrats et de nouveaux financements. Nous le voyons, et il est très tragicomique d'observer ce genre de cycle dans notre histoire, car Porsche, qui fabrique de très belles voitures, une entreprise très célèbre, a en réalité commencé par fabriquer des chars d'assaut. Ensuite, ils ont produit ces belles voitures de course. Maintenant, ils disent à nouveau qu'il n'est pas logique pour nous de fabriquer de belles voitures avec un moteur à combustion interne. Personne ne veut conduire une belle voiture avec une batterie électrique. Tout le monde veut avoir le son et la sensation d'un moteur à combustion interne. Donc, ça n'a pas de sens pour nous. Les gens ne veulent pas l'acheter. Alors, nous allons recommencer à produire des chars. C'est essentiellement ce qu'ils ont déclaré récemment dans leur nouveau communiqué. Et nous voyons cela avec toutes les autres entreprises allemandes de fabrication automobile et ainsi de suite. Donc c'est très triste. Et je ne suis pas en mesure de vous dire où cela va nous mener. Peut-être juste quelques notes positives, peut-être quelques bons aspects que je vois. Je constate que la population allemande n'est pas disposée à faire la guerre. Donc s'ils essaient d'envoyer, comme Merz l'a récemment déclaré, des soldats allemands en Ukraine, la majorité de la population allemande est contre l'envoi de troupes allemandes à l'étranger, surtout en Ukraine. Nous ne voulons pas de guerre avec la Russie. Et aussi, peut-être malheureusement, un facteur limitant pour le réarmement en Allemagne est que, comme je l'ai dit, oui, on peut injecter des milliards et des milliards d'euros dans l'industrie allemande de l'armement naissante et renaissante. Mais ils ne seront toujours pas capables de produire correctement en raison des coûts énergétiques élevés
de la bureaucratie, des impôts élevés et d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On ne peut pas avoir des Syriens et des Afghans travaillant dans de grandes usines de chars et d'autres usines. C'est tout simplement impossible avec les coûts d'électricité et de gaz les plus élevés au monde. Donc, cela pourrait freiner le réarmement de l'Allemagne. Et espérons-le, d'ici 2029, lors des prochaines élections, ou même avant, nous aurons ce lourd fardeau de taxes, de dettes et de coûts énergétiques. L'absurdité totale de la situation poussera les Allemands à voter pour un gouvernement AfD. Et alors, nous pourrons, espérons-le, mettre fin à cette folie. Vous avez mentionné plus tôt qu'une grande partie de la main-d'œuvre qualifiée quitte l'Allemagne, tandis que de la main-d'œuvre non qualifiée arrive. Cela fait maintenant 10 ans qu'Angela Merkel a dit « Vous savez, wir schaffen das ». Je m'excuse pour mon mauvais allemand. Mais oui, nous pouvons le faire. Donc nous pouvons gérer cela, vous savez, ce million de personnes arrivant dans le pays. Mais j'imagine qu'avec le recul, si l'Allemagne avait réussi, elle proclamerait aujourd'hui son succès. Est-ce que certaines de ces idées, affirmations ou politiques sont en train d'être mises en question? Je veux être tout à fait franc à ce sujet. L'ouverture des frontières allemandes à ces migrants illégaux a été une trahison, a été illégale selon notre Constitution et a constitué la plus grande attaque contre l'Allemagne depuis 1945. Les problèmes causés par l'immigration de masse sont si énormes que même la désindustrialisation et tous les autres facteurs paraissent insignifiants en comparaison. Aujourd'hui, plus de 5 à 6 millions de personnes sont venues en Allemagne. Nous avons 3,4 à 3,5 millions de personnes provenant des pays d'asile, en partie aussi d'Ukraine. Nous avons constaté une diminution de la population ethnique allemande autochtone depuis les années 1960. Nous sommes donc maintenant à environ 75% ou moins, 70% sont des Allemands de souche. Le reste, ce sont tous des étrangers venus en Allemagne. Évidemment, beaucoup ont entré ici. Je ne dis pas qu'aucun d'entre eux ne s'est intégré. Certains sont devenus allemands. Évidemment, s'ils sont culturellement plus proches de nous, s'il s'agit d'Européens ou d'Américains, ils se sont bien intégrés et ils paient des impôts. Ils travaillent dur, ce qui est intéressant. Nous n'avons aucun problème économique, social ou en matière de sécurité avec les personnes venant d'Asie de l'Est ou d'Inde. Aucun problème du tout. D'ailleurs, les personnes qui gagnent le plus en Allemagne sont les Indiens. Mais les personnes venant d'Afrique et du Proche-Orient, elles ont contribué, et je ne parle pas d'individus, pour être très clair à ce sujet. Il y a donc évidemment des exceptions. Mais si l'on regarde les statistiques, et c'est ce que font généralement les économistes, il n'y a eu quasiment aucun bénéfice pour l'économie allemande ou pour la société allemande provenant de l'immigration de masse. Depuis 2015, il n'y a eu que des coûts nets. Et nous comptons sur l'idée que ces personnes vont résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qu'elles vont payer les retraites des Allemands qui vieillissent et qu'il y aura un essor pour notre économie. Donc, pour passer rapidement en revue tout cela, étape par étape, et voir ce qui se passe réellement. En 2014, j'ai vu cela. La Bundesagentur für Arbeit, l'agence allemande pour l'emploi, disait en 2014 qu'il y avait quelques problèmes dans certains secteurs de l'économie où il n'y avait pas assez de main-d'œuvre qualifiée. Mais qu'en gros, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre qualifiée en 2014. En 2025, il nous manquera environ 500 000 à 600 000 postes de main-d'œuvre qualifiés. Nous ne pouvons pas pourvoir ces emplois. Nous ne les avons pas. Nous ne pouvons pas construire une économie numérique. Nous ne pouvons pas renforcer notre base industrielle. Nous n'avons tout simplement pas ces personnes, car elles ont quitté l'Allemagne.
Le plus souvent, il s'agit d'Allemands de souche qui ont quitté le pays. Plus d'1 million de personnes sont parties. Si elles étaient restées, nous n'aurions pas ce problème. À la place, nous avons maintenant le programme de sécurité sociale, le soi-disant Bürgergeld. Vous recevez 460 € par mois et par personne. Et votre loyer est également pris en charge par l'État. Selon les statistiques, 50% de tout l'argent versé va à des étrangers, alors que les étrangers ne représentent que 14% de la population. 14% de la population sont des étrangers, mais 50% perçoivent la sécurité sociale. 25% des personnes ont un passé migratoire, donc elles possèdent en partie des passeports allemands. 65% de toutes les personnes bénéficiant de l'aide sociale sont issues de l'immigration. Donc, si vous connaissez la situation aux États-Unis, où il y a le problème que la main-d'œuvre peu qualifiée venant du Mexique prend les emplois peu qualifiés aux États-Unis, travailler chez McDonald's, faire le ménage, etc., ils ont ce problème là-bas. En Allemagne, nous n'avons même pas ce problème. Nous avons des personnes qui migrent directement dans notre système de sécurité sociale. Elles n'occupent même pas nos emplois peu qualifiés ou à bas salaire parce qu'elles n'en ont pas besoin. Elles ne sont pas stupides. Si vous recevez 560 € par mois, et par enfant aussi 500 €, et que votre loyer ainsi que vos factures d'électricité sont payées, pourquoi devriez-vous travailler? Cela n'a aucun sens. Et je ne blâme même pas ces personnes, car elles font simplement ce qu'elles pensent être le mieux pour leur vie. Je blâme le gouvernement, qui a permis tout cela. Et évidemment, nous n'avons pas résolu notre problème de retraite. Les contribuables allemands versent désormais plus de 100 milliards d'euros chaque année dans le système de retraite pour le maintenir à flot à partir des impôts, en plus des cotisations sociales et des paiements de retraite que vous effectuez sur votre salaire, ce qui représente déjà 20% en plus de cela. Donc, ils n'ont pas résolu ce problème. Ils n'ont pas résolu le problème de la main-d'œuvre qualifiée. Ils n'ont contribué en rien. Et cela ne parle même pas des milliers et des milliers de cas. C'est très triste à évoquer. C'est difficile pour moi d'en parler. D'enfants en bas âge violés, de femmes violées, de personnes attaquées au couteau dans les villes allemandes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en balance avec quelques bénéfices économiques que ce soit que nous pourrions en tirer. C'est pourquoi je dis que cela a été la plus grande attaque contre l'Allemagne depuis 1945. Et cette Verschaffung a été une trahison absolue des intérêts allemands, une trahison contre le peuple allemand. Eh bien oui, j'avais juste une dernière question. Vous avez mentionné plus tôt que vous pensez que l'UTMLML va se disloquer. Et encore une fois, il semble y avoir une crise de légitimité à travers l'Europe. Ils ont eu Le Pen, l'ont écartée de la course lorsqu'elle est devenue la plus populaire. En Hongrie, on accuse l'UPLRPML de vouloir faire tomber Orbán. Et bien sûr, l'AfD, on parle de l'interdire. Et en effet, les seuls dirigeants considérés comme légitimes, que ce soit Merz, Macron, Starmer, sont largement impopulaires et les gens ne les soutiennent pas réellement. De plus, nous avons les von der Leyen et Kallas, ce groupe non élu. Donc, étant donné que c'est la situation, comment prévoyez-vous une possible dislocation de l'Union européenne? Sera-ce à cause de la question économique, de la légitimité politique, ou comment voyez-vous cela se dérouler? Eh bien, je pense que c'est encore une fois une combinaison de tous ces facteurs. En grande partie, cela se décidera dans le portefeuille des gens et sur leur compte bancaire, car ce que nous voyons actuellement en Allemagne n'est qu'un prélude à ce que nous verrons à l'avenir. Par exemple, en 2027, le prix du carbone va augmenter. La taxe carbone sur l'essence et le chauffage va s'accroître. Alors qu'elle est actuellement à 55 € par tonne de carbone, elle passera à 245 € par tonne de carbone, donc multipliée par plusieurs fois.
Et il s'agit d'une prévision consensuelle de 7 instituts de recherche en raison du passage de la tarification nationale du carbone au système européen de tarification du carbone. De toute façon, cela va rendre tout plus cher. Conduire, se chauffer, faire ses courses au supermarché, tout car tout repose évidemment sur l'énergie. Et toutes ces nouvelles lois bureaucratiques, par exemple les réglementations sur l'efficacité énergétique de l'Union européenne, les réglementations sur le chauffage dans l'Union européenne, la façon dont vous pouvez construire ou non votre maison, etc., tout cela au nom de l'écologie. Toutes ces réglementations majeures entreront en vigueur à la fin des années 2020 et au début des années 2030. L'interdiction des moteurs à combustion en est un exemple évident. Nous en ressentirons donc les effets. Les citoyens ressentiront ces effets économiques à la fin des années 2020 et au début des années 2030. Et ce fardeau sera si lourd qu'il posera problème. De plus, la nouvelle dette contractée devra également être remboursée. Le fonds Corona devra aussi être remboursé d'ici 2028. Tout cela aura un impact économique ressenti par les citoyens européens. La désindustrialisation aura bien sûr des répercussions pour tout le monde. Lorsqu'un ouvrier industriel gagne son salaire, il ne le fait pas seulement pour lui et sa famille. Il paie ses courses, va à la boulangerie, possède une voiture, etc. Cela aura donc un effet de ruissellement sur l'ensemble de l'économie pour chaque ouvrier industriel que nous avons. En Allemagne, nous perdons chaque année des centaines de milliers d'emplois industriels. Cela aura donc un effet de crise majeur dans un avenir proche. Ensuite, bien sûr, il y a l'immigration de masse, avec des régions en Allemagne de l'Ouest où 30 ou 40% de la population sont des étrangers, parlent arabe et ne parlent pas allemand. Cela aura des conséquences importantes sur la population et sur la prise de conscience. Et puis, troisièmement, il y a évidemment cette disparition de la légitimité. Parce que vous savez, une chose est, lorsque les élites européennes et les médias européens critiquent Poutine ou Xi Jinping pour être des autocrates, etc., car cela restait quelque chose de lointain. Beaucoup de gens ne sont jamais allés en Chine, jamais allés en Russie, ou peut-être seulement en Russie dans les années 1990, ou à l'époque de l'Union soviétique, peut-être. Ils n'ont rien vu d'autre que la Russie. Ils n'ont pas vu plus que la Chine. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'on leur ment, que ce soit par les médias ou par les politiciens établis, et ils voient que ce qu'on leur raconte n'a pas de sens par rapport à ce qu'ils constatent dans la vie réelle. On leur dit donc, l'AfD, ce sont tous des nazis. Ce sont tous des antidémocrates. Ils veulent faire un coup d'État. Et puis vous savez, 26% des gens, donc plus d'un quart de la population, votent désormais pour l'AfD. Et tout le monde connaît déjà quelqu'un qui a voté pour l'AfD. Et ils se disent, « Eh, mais je le connais depuis 30 ans, ce n'est pas un nazi. » Donc ça ne colle pas non plus. Le Covid a été un sujet majeur pour réveiller beaucoup de gens qui ne faisaient pas partie de cette renaissance, qui n'étaient ni de droite ni conservateurs. Beaucoup de gens se sont réveillés grâce au Covid. Beaucoup de gens se sont réveillés à travers la guerre en Ukraine et la propagande qui l'entoure. Et je pense que les prochains problèmes auxquels nous serons confrontés à l'avenir seront des choses comme l'interdiction de certains partis ou le refus aux politiciens de la possibilité de participer ou d'être élus, etc. Et les gens voient et entendent ce que ces politiciens disent réellement et se rendent compte que ce n'est pas quelque chose de radical, que ce qu'ils disent est tout à fait juste. Un dernier exemple. Tous les rapports de l'agence allemande de sécurité intérieure, le Verfassungsschutz, qui qualifie l'AfD de prétendus extrémistes de droite. Si vous avez lu ces rapports, et certaines personnes l'ont fait, car les médias conservateurs, même certains grands médias, les ont publiés.
Et si vous les lisez, vous savez que c'est absolument risible, parce qu'en les lisant, vous vous dites, eh bien, ce qu'ils disent est absolument vrai. Bien sûr que la migration est un problème majeur, et bien sûr qu'il y a des gens qui se font tuer à l'arme blanche, et bien sûr qu'avec les politiques écologiques menant à la désindustrialisation, qu'y a-t-il de radical là-dedans? C'est simplement la vérité. Et donc, à mesure que de plus en plus de gens constatent ce décalage entre ce qu'on leur dit et ce qui se passe autour d'eux, de plus en plus de gens vont se réveiller. Donc je suis pessimiste dans le sens où des temps très difficiles attendent l'Union européenne dans un avenir proche, les années 2020 et 2030. Des temps très difficiles. Et peut-être même une guerre civile, malheureusement. De nombreux chercheurs prédisent cela. Mais il y a aussi une chance de renouveau, car beaucoup de gens finiront par se réveiller. Et encore une fois, je tiens à préciser pour les personnes des services de sécurité intérieure qui écoutent. Je ne suis pas favorable à ce scénario. Je dis simplement que si les élites continuent avec cette politique, il n'y aura pas d'autre scénario à l'avenir que celui-là. Les gens vont se réveiller. Et j'espère que nous aurons une transition pacifique vers une nouvelle communauté européenne si la majorité des gouvernements en Europe sont conservateurs de droite et sont capables de mettre en œuvre une réforme de la communauté européenne. Eh bien, c'est un peu triste que tu aies dû ajouter « si les agences de sécurité écoutent ». Évidemment, vous écoutez. Oui, non. Je veux dire, c'est une réalité différente qui émerge maintenant à travers l'Europe lorsque l'establishment politique, s'il estime que la légitimité ou le déclin de la légitimité nécessite l'aide des agences de renseignement. Et j'imagine que c'est ce qui est arrivé à l'AfD en la qualifiant d'organisation extrémiste, le plus grand parti politique. Et cela permet aux agences de renseignement d'être utilisées non seulement contre les dirigeants, mais aussi contre les membres et les personnes qui votent pour le parti. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, je vous en suis reconnaissant. Merci Glenn, merci beaucoup.